Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Pour ce nouvel épisode des grands entretiens consacrés à Livy, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Côme. Pierre Côme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de la Rome antique et professeur à l'université de Rouen. Vous avez récemment écrit une biographie de Livy, impératrice de Rome, publiée aux Presses universitaires de France. Alors, redoutable intrigante ou modèle des vertus de la matrone romaine, Livy demeure une figure étonnamment méconnue de l'Antiquité. Peut-être éclipsée par d'autres acteurs plus controversés des débuts de l'Empire romain, et eux abondamment décrits par les auteurs antiques. Votre livre vient réparer cette injustice en dressant un portrait complexe d'une femme d'influence, ancêtre de tous les empereurs de la dynastie julio-claudienne, qui succède à son époux Auguste. Auguste, auquel, je le précise, vous avez également consacré une biographie, publiée en 2009 chez Perrin. Nous allons retracer avec vous le parcours de Livy, ou Livia Drusilla de son nom complet. Mais avant de commencer cet entretien, je vous rappelle, chers auditeurs, que nos podcasts sont gratuits et qu'il est possible de nous soutenir en cliquant sur le lien affiché dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avance. Pierre Côme, pour commencer cet entretien, pourquoi avoir choisi de consacrer un livre à la figure de Livy après vos précédents travaux sur Auguste ou Néron ? Alors, pour tout dire, c'est une commande. J'ai été sollicité par la responsable de cette collection au PUF, Laurence de Villers, qui avait lu ma biographie d'Auguste et qui souhaitait consacrer une biographie à Livy. Et puis, ça a rencontré de toute façon un intérêt de ma part. J'avais déjà eu l'occasion d'aller sur le site de sa villa de Prima Porta. Je connaissais les peintures de la maison du Palatin, de la maison aussi de Prima Porta. Et voilà, tout cela m'a incité à répondre positivement à cette proposition. D'accord. Livia Drusilla naît à Rome en 58 avant Jésus-Christ. Pouvez-vous nous décrire le contexte politique romain dans lequel elle vient au monde ? Alors, elle vient au monde dans un contexte politique troublé, puisque elle vient au monde un an après le consulat de César, au moment où César entreprend la conquête de ce que les Romains appelaient la Gaule chevelue, et où l'agitation politique commence à s'aggraver à Rome, avec notamment l'action du tribun de la plèbe Claudius, qui essaye à tout prix de maintenir la popularité de César auprès de la plèbe urbaine, quitte à s'attaquer parfois un peu violemment à ses adversaires politiques. Donc tout cela crée un climat troublé qui dégénère. Il y a déjà eu des guerres civiles à Rome et il y en a une autre qui éclate 9 ans plus tard en 49. Donc ce sont les tensions de la fin de la République romaine dans lesquelles Livy arrive dès la naissance. Exactement, oui, elle ne s'en sortira, si je puis dire, que, disons, à l'aube de la trentaine, justement, quand son second époux, Octavien, devient Auguste. Et évidemment, nous allons y revenir. Donc, cette Livia Drusilla, elle ne naît pas dans n'importe quelle famille, elle naît au sein de la famille des Claudii. Quelle place occupe cette famille patricienne dans la société romaine de l'époque ? Alors, c'est une illustre famille dont on peut remonter l'histoire quasiment jusqu'au début de la République romaine, puisque, en tout cas, l'histoire familiale raconte que l'ancêtre, c'est un Sabin qui s'appelait Atta Clausus, qui est devenu après Claudius, et qui serait l'ancêtre, justement, de toute cette famille et qui serait venu à un moment où les Romains étaient en guerre contre les Sabins, qui auraient lui pris le parti de Rome et qui en aurait été récompensé par justement l'intégration dans le patriciat. Et donc, à chaque génération quasiment de cette famille, il y a eu des magistrats de très haut rang, des consuls, des censeurs. On retrouve comme cela des Claudii dans toute l'histoire de la République, et ils étaient, paraît-il, réputés pour leur arrogance. En tout cas, voilà, c'est ce que nous disent les sources. Ouais. Alors, à 15 ans, Livy contracte un premier mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette première union ? Alors, c'est une union qu'on pourrait qualifier d'endogamique, parce qu'en fait, elle épouse un autre membre de la gens Claudia. Il se trouve que le père de Livy avait été adopté par un membre d'une autre grande famille, Livius Drusus, c'est pour ça qu'elle s'appelle Livia Drusilla, et puis finalement son père décide
de la marier à un membre de cette gens Claudia qui s'appelait Tiberius Claudius Nero, qui au départ faisait partie des partisans de César, mais après l'assassinat de César aux îles de Mars 44, Tiberius Claudius Nero a tendance à se rapprocher dans un premier temps des assassins de César, de même d'ailleurs que le père de Livie, qui lui était un républicain convaincu et qui a pris le parti justement de Brutus et de Cassius. C'est un peu à l'origine aussi des déboires familiaux de Livie justement au moment de son premier mariage. Alors, vous dites dans votre biographie que son premier époux avait même pu séduire Cicéron, qui avait pensé à lui pour sa fille. Oui, il était recherché, oui, il était considéré comme un beau parti, surtout par Cicéron. Cicéron, lui, n'appartenait pas à la noblesse romaine, c'était un homme nouveau. Donc, pouvoir marier sa fille à un noble aussi prestigieux que Tiberius Claudius Nero, oui, ça ne pouvait que flatter l'orgueil de Cicéron. Oui, bien sûr. Donc, Livie et sa famille, cette famille qui vient de cette première alliance, ce premier mariage, sont bientôt emportés dans la tourmente des proscriptions décidées par le second triumvirat. Donc, quel est le contexte de cette grande purge politique et quelles conséquences cela entraîne pour Livie et sa famille ? Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, Tiberius Claudius Nero, dans un premier temps, semble se rapprocher des assassins de César. Et puis, après la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ, qui provoque le suicide d'abord de Cassius puis de Brutus, donc les deux chefs de la conjuration, alors le père de Livie se suicide à son tour, au soir de leur défaite, tandis que Tiberius Claudius Nero, lui, il a une attitude un peu plus louvoyante, il se rapproche de Marc-Antoine, mais comme il y a des tensions entre Marc-Antoine et Octavien à ce moment-là, notamment à propos des récompenses à donner aux vétérans, des terres à distribuer en Italie, Tiberius Claudius Nero, alors que Marc-Antoine est parti en Orient, se rapproche du frère de Marc-Antoine, Lucius Antonius, et de la femme de Marc-Antoine, Fulvie, pour justement entretenir cette agitation hostile à Octavien en Italie. C'est ce qu'on a appelé la guerre de Pérouse. Et donc, ça entraîne la proscription de Tiberius Claudius Nero, c'est-à-dire qu'il doit quitter, lui et Livie doivent quitter leur résidence romaine et ils sont donc poursuivis par les soldats d'Octavien à travers toute l'Italie du Sud. Et finalement, depuis Naples, la compagnie, ils s'embarquent vers la Grèce où ils essayent de se réfugier parce que, comme toutes ces grandes familles puissantes de la noblesse romaine, les Claudii avaient des clients un peu dans toutes les provinces de l'Empire et il se trouve que la cité de Sparte en Grèce faisait partie de la clientèle des Claudii, donc ils essayent de s'y réfugier, mais ils doivent aussi à un moment s'enfuir et là on raconte qu'à un moment il y aurait eu un incendie et que Livie qui portait son fils aîné, qui était encore tout jeune dans les bras, a failli donc avoir sa chevelure donc brûlée par les flammes. Et comment expliquer qu'elle survive aux proscriptions et que justement, je ne sais pas si le terme est juste, mais pardonnée, que c'est un retour en grâce? Parce que y a une amnistie qui est proclamée à un moment où finalement Octavien et Marc-Antoine se réconcilient. C'est le moment où, après le décès de son épouse Fulvie, Marc-Antoine épouse Octavie, la sœur d'Octavien. Et donc, il y a une sorte, disons, de pause un peu dans ce climat de guerre civile. Et à la faveur de cette amnistie, Livie et Tiberius Claudius Nero, avec le tout jeune Tibère, donc, peuvent revenir à Rome. Et c'est sans doute à cette occasion que Octavien a rencontré Livie, mais on ne sait rien des circonstances de cette première rencontre. On ne peut que supposer que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés, puisque auparavant, elle était en fuite. Comme vous l'avez dit, en 39 avant Jésus-Christ, elle rencontre César Octavien.
Le mariage suit alors que Livie est encore enceinte de son premier mari. Qui est César Octavien, son second époux? Peut-on parler d'un coup de foudre ou d'une stratégie matrimoniale? Alors, on serait tenté à la fois de répondre les deux et de répondre qu'il est difficile de le savoir, surtout si on essaye d'adopter le point de vue de Livie. Du côté d'Octavien, on peut à peu près, peut-être se faire une idée de ses intentions. C'est beaucoup plus difficile, malheureusement, d'avoir le point de vue de Livie. Octavien, c'est en fait un petit-neveu de César. César l'avait adopté dans son testament, ce qui lui vaut un immense prestige, tout d'abord en raison du fait qu'il peut porter le nom de César, c'est-à-dire qu'il s'appelait avant Octavius, il s'appelle désormais Caius Julius Caesar, et on ajoute Octavianus pour rappeler justement le nom qu'il portait avant son adoption. Mais évidemment, pour les Romains de l'époque, porter le nom de César, ça avait vraiment un sens très fort. Donc ça explique le prestige d'Octavien. Et ce qui n'est pas non plus négligeable, c'est qu'il avait hérité aussi d'une bonne partie de la fortune de César, ce qui lui donnait des moyens d'action considérables. Il s'agit vraiment d'une adoption à titre privé. On n'est pas dans un régime monarchique, donc César n'avait pas le pouvoir, alors qu'il était à la fois dictateur et consul, de désigner un héritier au sens politique du terme. Mais en transmettant son nom et sa fortune à ce petit-neveu, évidemment, il en fait un acteur majeur de la scène politique à Rome à ce moment-là. Alors, on nous dit Octavien, qui était un homme à femme, qui avait déjà été fiancé, même marié plusieurs fois avant cette rencontre, a éprouvé un coup de foudre pour Livie, qu'il a été sensible à sa beauté. Il avait fait le vœu de ne pas se raser avant d'avoir vengé l'assassinat de César. Et les sources nous disent qu'une fois César vengé à la bataille de Philippe, Octavien s'est rasé pour la première fois et ensuite il aurait continué à se raser pour plaire à Livie. Alors il y a aussi sans doute aussi des calculs politiques qui ont pu jouer. Il faut savoir que Octavien était à cette époque encore marié à Scribonia, qui était en fait une parente apparentée, disons, au dernier fils de Pompée, un Sextus Pompée, que les triumvirs combattaient à ce moment-là, avec lesquels ils avaient conclu un accord. Donc c'est dans ce contexte-là que Octavien avait épousé Scribonia. Il en avait eu une fille, Livie, mais très vite il se détache d'elle, mais c'est aussi le moment où il veut reprendre la lutte contre Sextus Pompée. Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est pour ça qu'on peut parler de calcul politique, le mariage avec Scribonia ne lui est plus d'aucune utilité, alors que le mariage avec Livie lui permet de se rapprocher de grandes familles de la noblesse romaine qui le considéraient jusqu'alors avec une certaine réticence, une certaine méfiance, et donc ça lui vaut évidemment de nouveaux partisans, de nouveaux appuis dans cette aristocratie sénatoriale qui gardait quand même une puissance importante à l'époque. Était-il commun dans les familles patriciennes de l'époque d'épouser une femme enceinte dans une précédente union? Alors ça, normalement, on essayait de l'éviter. On sait très bien, par exemple, que la loi prévoyait que quand une femme était veuve, il fallait respecter un certain délai avant qu'elle puisse se remarier pour justement éviter toute ambiguïté sur la paternité d'un éventuel enfant. Là, ça ne s'est pas fait. Ce qui a facilité les choses, c'est que aussi bien Octavien que Tiberius Claudius Nero faisaient partie du collège des pontifes, c'est-à-dire des prêtres très importants à Rome qui édictaient les règles religieuses, qui étaient à la source du droit religieux. Donc évidemment, ça ne pouvait que faciliter ce divorce qui donc a été suivi du remariage de Livie et d'Octavien, et assez peu de temps après, du mariage du fils cadet de Livie et de Tiberius Claudius Nero, ce qui fait que les Romains, paraît-il, à ce moment-là,
on racontait en ricanant que aux gens heureux, les enfants venaient en 3 mois, puisque voilà, le jeune Drusus est né très peu de temps après le remariage de sa mère. Mais là, Octavien a respecté les règles, c'est-à-dire que il a, ce qu'on faisait à Rome, soulevé l'enfant pour le rendre légitime, mais ensuite il l'a rendu à son père, disons biologique, Tiberius Claudius Nero, pour éviter que l'ambiguïté puisse se maintenir. Par ce mariage, Livie entre dans un tout nouveau cercle familial, le cercle familial de la maison d'Auguste. À quoi ressemble l'entourage, justement, du futur Auguste César Octavien au moment de ce mariage ? Eh bien alors, dans cet entourage, il y a à la fois des fidèles, notamment Agrippa, qui est quasiment une sorte d'alter ego pour Auguste. Ils ont à peu près le même âge et il fait partie des fidèles qui l'ont suivi depuis, en gros, l'époque de leurs études, qui a des talents militaires qui font un peu défaut à Octavien et qui, donc, plus d'une fois, justement, l'a aidé donc pendant les guerres civiles. Donc c'est vraiment un homme de confiance. Alors il y a un autre personnage qui joue un rôle très important à ce moment-là, c'est Mécène. Et alors Mécène, à la différence d'Agrippa, n'a pas fait une carrière de sénateur. Il appartient à une grande famille étrusque d'Arretium, c'est-à-dire d'Arezzo actuellement en Italie. Et donc, il est resté un chevalier romain, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré au Sénat. C'est une sorte d'homme de l'ombre, voire d'homme des basses œuvres. Alors, on n'en a gardé que l'image un peu brillante du protecteur des poètes, mais parallèlement et même avant de protéger des poètes comme Virgile ou Horace, il faut savoir que Mécène était une sorte entre guillemets de ministre de la police pour Octavien. Il l'a aidé à déjouer des conspirations. Ça a été en même temps un conseiller très proche. Et accessoirement, on dit que la femme de Mécène était la maîtresse d'Octavien. Donc, si on fait le tour de l'entourage, on peut aussi mentionner cette femme qui s'appelait donc Terentia. Donc voilà, ce sont les deux plus proches conseillers d'Octavien à ce moment-là, mais il faut aussi évoquer des membres de sa famille et notamment sa sœur, qui est donc sa sœur aînée, Octavie, qui joue un rôle un rôle pas directement politique. Les femmes à Rome ne peuvent pas exercer de magistrature, de responsabilité politique, mais elle occupe une place importante parce que d'un premier mariage, elle a eu un fils, le jeune Marcellus, qui, à ce moment-là, est, si je puis dire, le seul mâle dans cette génération qui suit la génération d'Auguste, puisque Octavien à l'époque n'a encore eu qu'une fille, donc Julie avec Scribonia. Et après ce premier mariage, Octavie, comme j'ai dit tout à l'heure, a épousé Marc-Antoine. Et avec Marc-Antoine, elle a eu 2 filles, Antonia l'aînée, Antonia la cadette. Elle avait d'ailleurs aussi des filles avec son premier mari Marcellus, donc les sœurs du neveu d'Octavien, Marcellus, qu'on appelait Marcella. Donc elle est la mère d'un certain nombre d'enfants qui peuvent être amenés à jouer un rôle politique, comme donc le jeune Marcellus, et qui peuvent aussi jouer un rôle, disons, matrimonial important en ce qui concerne les filles, en étant mariées à des personnages dont Octavien souhaiterait se rapprocher. Donc, Octavie, alors même à l'époque, elle est encore donc mariée avec Marc-Antoine, même quand elle suit Marc-Antoine, par exemple, à Athènes, quand Marc-Antoine se rend en Orient, ça reste un personnage important qui essaye à tout prix de maintenir une bonne entente entre son frère et son beau-frère. Ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, à la fin, il faut bien dire que là, sur ce plan, elle a échoué, puisqu'elle n'a pas pu empêcher l'ultime affrontement entre Marc-Antoine et Octavien. Oui, on va y venir avec
La victoire d'Axiome, là au moment où l'histoire s'accélère en 31 avant Jésus-Christ, victoire d'Octave, instauration du Principat. Quel est ce nouveau régime et quelle place occupe l'épouse du nouveau maître de Rome dans ce nouveau régime politique qui se met en place à Rome? Alors, Auguste, donc, puisqu'il reçoit ce surnom en 27 avant Jésus-Christ, a vraiment pris soin de ne pas apparaître comme un roi. Hein. Il n'a absolument pas voulu avoir l'air d'instaurer une monarchie héréditaire, même si de fait c'est un régime de pouvoir de plus en plus personnel. Il tient à présenter ce régime comme en fait une restauration des traditions, des institutions traditionnelles de Rome. Donc, alors, même si tout le monde n'est pas dupe, hein, il tient quand même à respecter certaines formes, hein, et donc il est, dans les premiers temps, régulièrement élu consul, mais il a toujours un autre consul à ses côtés, Agrippa, puis même après d'autres personnages qui partagent le consulat avec lui. Le surnom d'Auguste lui donne ce qu'à Rome on appelle une autorité, hein, c'est-à-dire que ça, il l'explique d'ailleurs très bien dans ses Res Gestae, donc le récit qu'il a fait de ses hauts faits, c'est-à-dire qu'il a autant de pouvoir que les autres magistrats de même rang, mais ce qui le distingue des autres, c'est cette autorité, hein, qui vient de ce surnom d'Auguste, qui fait que ses avis, disons, s'imposent naturellement aux autres. Hein. Mais il n'est pas question, c'est nous qui l'appelons le premier empereur romain, hein, mais à l'époque, il ne veut pas apparaître comme un souverain héréditaire. Alors ensuite, bon, il renonce au consulat, on lui donne les pouvoirs des tribuns de la plèbe, donc voilà, il occupe une place éminente, mais il faut bien voir qu'à cette époque, à Rome, il y a toujours des élections pour les magistratures, hein, il y a des consuls qui sont élus comme sous la République, le Sénat continue de débattre, et voilà, il y a simplement un personnage qui joue un peu un rôle éminent. Hein. Alors, de ce fait, évidemment, l'épouse de celui qu'on appelle le prince, hein, princeps au sens de premier des sénateurs, princeps senatus, officiellement, elle n'a pas un rôle particulier à jouer, hein, à ce moment-là. Et de toute façon, à ce moment-là, on peut considérer que la femme, disons, la plus importante dans l'entourage impérial, c'est encore quand même Octavie. Oui. Hein, parce que Octavie, jusqu'en 23 avant Jésus-Christ, elle est la mère du jeune Marcellus, et même si évidemment il n'est pas question d'une succession héréditaire, tout le monde sent que ce jeune Marcellus, il est promis à un brillant avenir. Oui, ce qui nous amène évidemment à la question de la succession d'Auguste, qui est une question centrale tout au long de son règne. Pouvez-vous nous expliquer cette logique des mariages et des adoptions au sein de la maison d'Auguste, qui amène des arbres généalogiques qui peuvent être parfois très compliqués? Heureusement que votre livre, d'ailleurs, en propose un pour nos lecteurs. Alors, comme je le disais, donc, il n'est pas question d'instaurer une succession héréditaire, et en plus, de toute façon, Auguste n'a pas de fils. Et donc, ça l'oblige évidemment à adopter des stratégies un peu de contournement, de prudence, pour pouvoir mettre en avant un successeur de son choix. Hein. Alors, paradoxalement, il y a un monument qui prépare un peu à cela, c'est le grand mausolée que Auguste donc entreprend de construire à Rome très tôt. Hein, dont il reste encore des vestiges, parce que ce mausolée, il permet très bien, en fonction de ceux dont les cendres sont placées dans le mausolée, de déterminer qui fait partie de cette maison d'Auguste, qui regroupe plusieurs familles, et qui n'en fait pas partie. Et donc, les mariages, justement, permettent de préparer cette succession. Par exemple, Auguste n'avait qu'une fille, disons, au sens biologique du terme. Il a un neveu, très vite, il décide de marier Julie à Marcellus, parce que pour lui, c'est une façon, justement, de préparer Marcellus à la succession. Le problème, c'est que ce plan s'effondre très vite, parce que Marcellus meurt brutalement, alors qu'il est encore très jeune, en 23 avant Jésus-Christ, à partir de là, la malheureuse Julie a servi un peu de moyen pour son père,
préparer la succession. Elle est ensuite donc mariée à Agrippa, qui là pour le coup avait quasiment l'âge de son père, mais avec qui elle a beaucoup d'enfants. Et notamment 3 fils, ce qui, dans un premier temps, rassure Auguste sur sa succession, puisqu'il a donc Caius César, qui était né en 20 avant Jésus-Christ, Lucius César en 17, et puis ensuite, un peu plus tard, le petit Agrippa qu'on appelle le posthume, parce qu'il naît justement quelques mois après le décès de son père. Après le mariage avec Agrippa, elle va épouser Tibère. Oui, parce que à ce moment-là, alors on ne peut pas douter, même si c'est difficile de reconstituer la psychologie des personnages de l'époque, que la mort relativement soudaine d'Agrippa a dû beaucoup affecter Auguste, parce que il voit là mourir à une cinquantaine d'années. Un de ses plus proches collaborateurs, puis surtout quelqu'un qui devait lui apparaître, disons, physiquement beaucoup plus solide que lui, puisque, Auguste était sans doute un peu hypocondriaque, il a passé son temps à être soit malade, soit avoir peur d'être malade, donc ça a dû lui faire craindre encore des problèmes pour sa succession, au cas où il décéderait, lui, à son tour assez rapidement, alors que ses petits-enfants était encore très jeune, puisque Agrippa meurt en 12 avant Jésus-Christ. Et donc c'est là qu'il a l'idée de marier Julie à Tibère, avec l'idée que le fils de Livie, qui en plus donc est le descendant d'une illustre famille de la noblesse romaine, pourra servir de tuteur à ses petits-fils le temps qu'ils grandissent. Alors, ça contribue à donner un rôle à Tibère, mais un rôle un peu ingrat quand même, puisque c'était en faire simplement une sorte de transition, quelle sorte j'ai changé pour la transition. Alors, mais ça contribue quand même évidemment à commencer à mettre Livie sur le devant de la scène, à un moment où, après la mort de Marcellus, Octavie s'était complètement retiré de la scène politique, et d'ailleurs Octavie meurt un an après Agrippa. Et donc là, évidemment, alors la principale femme, disons, dans la maison d'Auguste, c'est clairement Julie à ce moment-là, puisqu'elle est à la fois la fille d'Auguste, mais en même temps la mère de 3 petits-fils. Mais on peut dire que là, Livie commence un peu à sortir de l'ombre. Est-ce que cette importance prise par Julie, la fille d'Auguste, par rapport peut-être à un Tibère qui est vu peut-être comme une quantité négligeable à côté du rôle de sa femme, peut expliquer ce mariage malheureux, finalement? Oui, alors comme je le disais, oui, on lui a fait jouer un rôle un peu ingrat. Il y avait sans doute, alors là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident de reconstituer la psychologie de tous ces personnages, mais il devait y avoir quand même une certaine incompatibilité d'humeur, disons, entre Julie et Tibère. Julie avait la réputation d'être une femme légère, voilà. Et puis surtout, ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que pour épouser Julie, Tibère a dû répudier sa première épouse, à laquelle il était très attaché, qui s'appelait Vipsania, qui était d'ailleurs ça faisait partie des stratégies matrimoniales d'Auguste. Elle était elle-même la fille d'un premier mariage d'Agrippa, et donc Tibère lui était très attaché. Ils avaient eu un fils ensemble, et évidemment, le fait d'être obligé de la répudier n'a pas dû le mettre dans de bonnes dispositions au moment où il a dû épouser Julie. Bien sûr. Comme évoqué tout à l'heure, finalement, Livie n'a eu qu'un enfant mort-né avec Auguste. Auguste aurait peut-être pu divorcer de Livie pour tenter d'obtenir un héritier biologique d'une autre épouse. Comment expliquer qu'Auguste, à contretemps des mœurs de l'époque, reste auprès de son épouse, et qu'est-ce que ce choix nous dit de la relation entre Livie et Auguste? Alors, là encore, on ne peut faire que des suppositions.
il y avait à la fois sans doute des liens de confiance entre eux. D'après ce qu'écrit Suétone, la présence de Livy contribuait à rassurer Auguste. Il avait besoin de sa présence, ce qui fait qu'il a assez souvent, elle a dû l'accompagner donc dans ses voyages. On le sait très bien pour un grand voyage que lui en Orient entre 20 et 19 avant Jésus-Christ, mais elle l'a aussi, semble-t-il, accompagné aussi dans les provinces gauloises. Donc il avait besoin de sa présence. Il y avait aussi, en quelque sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, l'importance aussi du réseau de Livy, les alliances que ce mariage lui valait. Et puis, alors, je dirais que, à mon avis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus probable, en tout cas ce qu'on peut le mieux appréhender. Auguste se voulait le restaurateur des mœurs traditionnelles. Il avait déjà donc renvoyé une fiancée, répudié une épouse. Et même si, comme vous l'avez très bien dit, les divorces étaient courants dans la haute société romaine de l'époque, on ne peut pas exclure que Auguste, lui, ait voulu montrer que, il restait uni à Livy, en voulant donner une sorte de modèle un peu de mariage et de couple qui se maintenait, parce que même si le divorce était tout à fait accepté à Rome à cette époque, il y avait quand même un certain prestige qui allait à la femme qui avait eu qu'un seul mari. Donc là, ça pouvait pas être le cas, mais voilà, il y avait quand même cette idée-là, et je pense de la même façon que il affectait de ne porter que des vêtements qui avaient été tissés dans la maison, enfin, dans la demeure familiale, sous surveillance de Livy. Voilà, je pense que ça faisait aussi partie de ce programme de restauration des mœurs traditionnelles. Alors, à l'opposé de ces mœurs traditionnelles, Julie, la fille d'Auguste, va être à l'origine d'un scandale qui va faire trembler la maison d'Auguste. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet épisode particulièrement retentissant, et peut-on évoquer que Livy ait joué un rôle dans cette affaire ? Alors, ce que l'on sait, c'est que, alors comme je le disais tout à l'heure, Julie avait la réputation d'être une femme légère. Un auteur très tardif, Macrobe, raconte que chaque fois, à l'époque où il était marié avec Agrippa, à chaque accouchement, son père se précipitait à son chevet pour vérifier si le bébé ressemblait quand même un peu à Agrippa. Enfin bon, ça, c'est ce que raconte Macrobe, mais voilà, ça montre un peu la réputation de Julie. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'elle avait dans son entourage de jeunes aristocrates qui avaient la réputation de vouloir un peu défier le pouvoir. Et puis surtout, il y avait des sortes de réunions nocturnes autour d'une statue de Marsyas, le faux qui dans la mythologie avait défié Apollon. Or, Apollon, c'était le dieu auquel Auguste voit un culte particulier. Donc, honorer Marsyas, c'était une façon aussi de défier Apollon. Et puis, elle entretenait une liaison, là, pour le coup, adultère, puisqu'elle était encore officiellement mariée à Tibère, avec en fait un fils survivant de Marc-Antoine, Iulius Antonius, qui avait finalement été épargné après la bataille d'Actium et la conquête d'Alexandrie. Un autre fils plus âgé de Marc-Antoine avait été éliminé, mais celui-ci avait été préservé. Il avait été élevé par Octavie, qui avait recueilli les anciens enfants, les enfants de son ancien mari, même ceux qu'il avait eus avec d'autres femmes. Et donc Iulius Antonius avait une liaison avec Julie, et ça a été perçu comme une manifestation d'opposition de la part d'Auguste, qui a dû craindre que des enfants nés de Julie dans ces conditions puissent troubler un peu le plan qu'il avait conçu pour sa succession. Donc c'est ce qui explique que Julie était
condamné en vertu de mœurs, de tradition ancienne, puisque c'est son père qui l'a jugé et qui l'a banni. Alors, quant au rôle joué par Livy dans ces événements, les sources ne nous en disent rien. Hein. Évidemment, elle ne pouvait que tirer profit de ces événements, puisqu'à partir du moment où Julie a été bannie, elle est devenue, là, pour le coup, la première femme dans la maison impériale, dans la maison d'Auguste. Alors, on a quelques allusions qui suggèrent que elle a plutôt conseillé à son mari d'améliorer le sort de Julie, mais bon, elle savait très bien que Julie ne reviendrait pas de son bannissement, et donc elle pouvait toujours se donner le beau rôle en préconisant une certaine mansuétude. Mais voilà, on sait très peu de choses sur le rôle qu'elle a pu jouer dans ces événements. Mais je dirais que elle a tiré parti de ces événements, et justement, elle a pu en tirer parti sans avoir besoin de rien faire, puisque Julie s'est en quelque sorte déconsidérée elle-même, donc sans que sa belle-mère ait eu besoin de beaucoup intervenir. Au moment où le scandale éclate, Tibère, le fils de Livy, le mari de Julie, est à Rhodes. Oui, il est resté, donc il a choisi, comme il estimait que il ne savait plus à rien, puisque en fait, à partir du moment où l'aîné des petits-fils d'Auguste, qui a eu César, a atteint 14-15 ans, il a même été à un moment proposé pour être élu consul, donc on a commencé à lui décerner des honneurs très importants. Et là, Tibère ne pouvait qu'avoir le sentiment que son rôle était terminé, qu'il ne servait plus à rien. Et donc, alors, il y avait sans doute de l'amertume. Alors, peut-être aussi un certain goût pour la retraite, et puis, les lectures d'œuvres philosophiques, avec peut-être un certain tropisme insulaire, puisque à la fin de son Principat, il s'est retiré à Capri. Donc là, il aimait peut-être bien les îles de la Méditerranée. Enfin, en tout cas, voilà, il a eu le sentiment que, son rôle était fini, et que il n'avait plus rien à attendre d'Auguste en termes de carrière politique. Et pourtant, après ce scandale, Auguste va un petit peu tarder à le rappeler. Ah oui, mais alors Auguste a essayé de le convaincre de ne pas partir. Mais à partir du moment où il est parti, il ne voulait plus qu'il revienne. Donc, il estimait que c'était fini. Et donc, c'est Livy qui a beaucoup insisté pour que son fils puisse revenir. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a dit que Livy a essayé de prôner l'indulgence pour Livy, parce que, dans un premier temps, Tibère ne souhaitait pas forcément répudier Julie, parce qu'il estimait que le fait d'être le gendre d'Auguste, ça lui donnait une certaine protection. Finalement, il était contraint de la répudier. Et donc, Livy a obtenu d'Auguste son rappel à Rome, mais dans un premier temps, il n'a pu revenir qu'à la condition de vivre en simple particulier. Cette condition de simple particulier va s'arrêter avec son adoption par Auguste en l'an 4. Est-ce que ce moment de l'adoption marque finalement l'apogée de l'influence de Livy dans la maison d'Auguste ? Alors, ça correspond, évidemment, sans doute à une influence importante, mais alors je dirais que c'est peut-être pas l'apogée, puisque formellement, je dirais que l'apogée, ça intervient surtout après la mort d'Auguste, quand elle reçoit le titre d'Augusta, puisqu'il l'adopte dans son testament, donc elle devient Julia Augusta. On peut dire que c'est paradoxalement après la mort de son mari qu'elle devient vraiment impératrice, puisque là, le titre d'Augusta en fait vraiment une impératrice officielle, ce qu'elle n'était pas auparavant. Mais elle a sans doute, contribué à l'adoption de Tibère, mais là encore, Auguste avait-il vraiment le choix ? Là, on a un moment où, quand ces deux
petit-fils aîné, Caius et Lucius. Alors, c'est d'abord Lucius le cadet qui meurt en 2, puis Caius en 4. À ce moment-là, leur plus jeune frère Agrippa le posthume est encore très jeune, et puis manifestement il donne un peu des signes de fragilité psychologique. Donc là aussi c'est difficile à cerner, mais bon, manifestement on ne pouvait pas placer sur lui tous les espoirs qu'on avait placés sur ses frères aînés. Et donc on est à un moment où Auguste approche sur le point de devenir septuagénaire. Il a dépassé la soixantaine. C'est un âge quand même très avancé pour l'époque. Et il n'a plus beaucoup de personnes sur qui il peut compter, sur qui il peut s'appuyer. Et donc, influence de Livy, oui, mais de toute façon, c'est pas que je veux diminuer son influence, mais Auguste n'avait peut-être pas beaucoup de choix. À cette époque, il ne faut pas oublier, on ne l'a pas dit, mais que Tibère avait un frère cadet dont j'ai parlé tout à l'heure, Drusus, mais Drusus était mort en campagne en Germanie en 9 avant Jésus-Christ. Donc en 4, il y a pas tellement de choix, Auguste, pour trouver justement quelqu'un sur qui s'appuyer. Alors, comme vous l'avez dit, pour vous, l'apogée du pouvoir de Livy suit la mort d'Auguste et l'accession de Tibère au pouvoir. Comment va se passer cette transition et surtout, quelle relation va se tisser entre la mère et son fils? Parce qu'il ne peut pas y avoir 2 maîtres à Rome. Oui, alors, là aussi, sur le rôle de Livy dans la succession, il y a une légende noire, mais qu'il faut peut-être un peu relativiser. Certains ont même prétendu qu'elle aurait précipité la mort d'Auguste pour faciliter l'avènement de Tibère, en lui faisant peut-être manger des figues empoisonnées. Bon, là aussi, ça fait partie sans doute de la légende noire de Livy. Puis c'est aussi une façon de transposer sur Livy certains traits d'Agrippine, la mère de Néron. Ce qui est en revanche plus probable, c'est qu'elle ait été impliquée dans l'élimination justement d'Agrippa le posthume, dont je parlais tout à l'heure, le dernier petit-fils d'Auguste qui était encore en vie, mais qui avait été banni à son tour sur une île proche de l'île d'Elbe, dans la mer Tyrrhénienne. Est-ce que Auguste avait pensé à le rappeler? Est-ce qu'Auguste est allé le voir avant de mourir? Ça aussi, c'est ce qu'on certaines sources disent, mais on ne peut pas vraiment le vérifier. Ce qui est sûr, c'est que à l'avènement de Tibère, à la mort d'Auguste, il est physiquement éliminé. Et donc, qui a donné l'ordre? Quand le tribun militaire est venu dire à Tibère que la mission était accomplie, Tibère a fait mine de s'étonner et a dit que voilà, lui il était pour rien, que voilà, il lui a demandé qui lui avait donné cet ordre. Donc voilà, on a pensé que c'était peut-être Livy qui avait donc donné l'ordre d'exécuter Agrippa le posthume. Ce qui paraît aussi assuré, c'est que elle a pendant quelque temps essayé de dissimuler la nouvelle du décès d'Auguste pour donner le temps à Tibère de revenir, puisque Auguste est mort dans la maison de son père à Nol, près de Naples. À ce moment-là, Tibère, lui, il venait de quitter Auguste parce qu'il était sur la route de la Pannonie, donc de l'autre côté de la mer Adriatique, et donc on l'a rappelé. Et pour qu'il arrive à temps, il semble bien, oui, qu'on a donc dissimulé un peu la mort d'Auguste. Alors après, on a raconté que Tibère avait encore pu voir Auguste vivant, qu'il lui aurait prodigué ses derniers conseils. Mais voilà, là, on ne sait pas trop. Mais là aussi, donc, Livy a pu jouer un rôle. Puis donc, comme je le disais, elle joue un rôle important dans les funérailles, puisque c'est elle qui recueille à la fin de la cérémonie des funérailles, qui recueille les cendres d'Auguste pour les déposer dans le mausolée. C'est peut-être elle qui aurait donc convaincu avec donc de l'argent un sénateur de proclamer qu'il avait vu l'image d'Auguste s'envoler vers le ciel portée par un aigle, ce qui fait qu'on a pu dire que Auguste avait rejoint les dieux. Et donc Livy est aussi devenue la première prêtresse donc d'Auguste divinisé. Et la cohabitation est donc difficile entre la mère et le fils. Oui,
La cohabitation est difficile, et donc là aussi c'est difficile de reconstituer la psychologie de ces personnages. On peut penser que Tibère, ce que montre bien Tibère quand même, c'est que c'était quelqu'un qui était très attaché aux traditions républicaines, qui donc était un peu réticent vis-à-vis des hommages trop importants, et même par exemple vis-à-vis de la divinisation d'Auguste. Et étant attaché aux traditions républicaines, il ne pouvait qu'être hostile à l'idée de voir des femmes exercer des responsabilités politiques. Et donc, même s'il devait bien être conscient que voilà, il devait en partie son avènement à sa mère, il a vraiment voulu l'écarter le plus possible de responsabilités politiques. Et du côté de Livy, qu'on peut peut-être supposer, c'est que justement depuis ce départ, cet exil volontaire de Tibère à Rhodes, il y a peut-être eu une sorte de confiance qui s'était rompue un peu à ce moment-là entre la mère et le fils. Elle s'est peut-être demandé à ce moment-là si ce fils sur lequel elle avait tant investi était vraiment quelqu'un de fiable, puisque voilà, il laissait tout tomber pour partir sur ce île. Donc voilà, ça a pu créer une certaine incompréhension entre la mère et le fils qui s'est aggravée donc après la mort d'Auguste. On peut aussi se demander pourquoi Auguste avait voulu donner une telle place à sa femme dans son testament. Peut-être justement pour équilibrer le pouvoir de Tibère, mais ça c'est très difficile à dire. Livy meurt finalement en l'an 29 à l'âge canonique de 86 ans. Quelle image nous en laissent les historiens romains, et plus largement, que nous dit-elle du rapport des Romains au pouvoir féminin ? Alors, l'image que nous ont laissée les historiens romains, c'est alors déjà une image laissée, les historiens dont on a conservé le texte sont tous quand même assez postérieurs à l'époque de Livy, et donc c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ils ont eu tendance à attribuer à Livy certains comportements d'Agrippine, c'est-à-dire que voilà, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de cette allusion au fait que Livy aurait empoisonné Auguste. C'est très peu probable, mais c'est une façon de plaquer sur Livy un comportement qui avait été celui d'Agrippine. Alors il y a quand même, tout le monde reconnaît son honnêteté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout l'image d'une femme dépravée comme Messaline ou Agrippine. Il y a toujours cette idée de matrone modèle. Mais quand même, voilà, d'une femme de pouvoir qui a tout fait pour pousser en avant ses fils, et puis après la mort de Drusus, son fils Tibère, qu'elle a soutenu. Alors pour Tacite, qui n'aime pas Tibère, c'est aussi une façon à la fois de critiquer le pouvoir féminin, je dirais, mais c'est aussi une façon de critiquer Tibère, parce que évidemment pour Tacite, Tibère est un ingrat, parce qu'avec après tout ce que sa mère a fait pour lui, il se comporte très mal avec elle. On sait que il refuse après sa mort de la diviniser. Donc vous voyez, c'est un peu à double détente, c'est-à-dire que ça permet d'une part de critiquer le pouvoir féminin, et puis ça permet aussi de critiquer Tibère, qui s'est montré ingrat envers sa mère. Merci beaucoup Pierre Côme d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre livre Livy, impératrice de Rome, publié aux Presses universitaires de France. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à Storia Voce via votre plateforme d'écoute favorite. Merci et à très bientôt pour une prochaine édition des Grands Entretiens.